Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Process, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Là, on enchaîne sur les bases du développement. Donc là, j'avais déjà fait deux vidéos, même un petit peu plus maintenant, sur comment coder, mais en tout cas, une première vidéo qui vous explique comment architecturer votre projet, notamment au niveau back-end, surtout. Là aussi, j'aborde pas mal de concepts. Et une partie front-end, donc comment faire de bons et beaux front-end avec de l'IA aujourd'hui. Et cette vidéo, j'ai envie de dire, c'est un petit peu un complément de tout ça, parce qu'en fait, j'aborde énormément de termes, que ce soit en rapport avec l'IA, le code, un petit peu moins avec l'humain, mais je souhaitais quand même en aborder un petit peu. Et voilà, je vais juste vous en faire part, au moins vous pourrez davantage comprendre les autres contenus, et surtout avoir une meilleure base aussi que beaucoup de gens, parce qu'en fait, il y a énormément de codeurs, vibe codeurs qui se lancent et qui codent des trucs, mais qui en fait ne savent pas ce que veut dire certains termes, ou surtout ne savent pas les chercher correctement. Donc c'est pour ça que on enchaîne, sans trop de pitié. Donc je vais vous expliquer tout ça. Donc déjà, pour moi, il y a le triptyque IA, humain, code. De un, c'est parce qu'il y avait des termes que je souhaitais vous partager. Mais de deux, je me rends compte que c'est juste surtout ça en fait qu'il faut comprendre si on veut vraiment commencer à développer de manière professionnelle et industrielle grâce à de l'IA. C'est-à-dire comprendre comment fonctionne l'IA, comment l'utiliser, comment fonctionne le code, et en l'occurrence comment fonctionne l'humain, donc comment nous, en tant que développeurs, on peut utiliser tout ça, et surtout comment on peut faire passer des messages aux autres, que ce soit à nos clients ou à des personnes qu'on peut accompagner. Bref, donc comment ça se passe déjà pour la partie IA, LLM, etc. On va commencer par ce qu'est une bonne prompt. Et là, vraiment, je ne vais pas vous dire oui, alors en fait, il faut suivre une structure. Non, pas du tout. Le prompt engineering, c'est du bullshit. Voilà. Belle journée, au revoir, hein, je pose ça là. Non, mais concrètement, si je suis davantage concret, en fait, le prompt engineering, je trouve qu'on a un peu vendu au début de ChatGPT en 2022-2023. C'est oui, mais voilà, en fait, tu sais exactement ce qu'il faut dire au LLM avec la bonne prompt et tout. En vrai, pas vraiment. En fait, aujourd'hui, ça a beaucoup changé parce que les modèles sont devenus très performants. Je dirais pas intelligents parce qu'ils ne le sont pas, mais en fait, ils ont une capacité beaucoup plus puissante, si vous voulez, à assimiler le contexte et à comprendre en fait comment utiliser ça. Et au final, j'utiliserai plus vraiment le mot prompt engineering, mais plutôt le mot sémantique. Donc en fait, la sémantique, qu'est-ce que c'est? Je vous ai mis un exemple juste ici. Donc en gros, on a bah, par exemple, pour une pomme. En fait, comment on pourrait sémantiquement décrire une pomme? On pourrait dire déjà que c'est un fruit, qui est sucré, qu'il est rouge, qu'il est proche d'une poire, qui comporte des pépins, qu'on peut le trouver dans un verger, dans la nature. En fait, naturellement, tous ces mots, si vous voulez, ils sont plus ou moins rattachés à pomme. Tout comme par exemple, là j'ai noté poire, mais en fait poire est plus ou moins rattaché aussi à nature, à fruits, à sucré. En fait, quand on parle de sémantique, si vous voulez, il faut vraiment voir en fait le LLM comme un nuage de points. C'est-à-dire qu'en fait, on a vraiment un nuage de points énorme qui comporte énormément de mots. En fait, ce seront tous les mots et notamment les relations entre les mots qui pourra créer. Et ce qui fait que là, on aura par exemple fruits, nature, poire, pomme, etc. qui seront proches. À l'inverse, on aura mécanicien, vraiment qui n'aura aucun rapport, quoi. Enfin, en fonction du contexte, bien sûr, hein. Enfin, bon, là, ça rentre un petit peu dans les détails, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous utilisez les bons mots au bon moment avec le LLM, eh ben, vous serez en mesure de lui vous serez en mesure d'obtenir la réponse que vous voulez. Pas forcément avec une structure de prompt hyper précise, etc., etc., mais juste histoire de donner les bons mots au bon moment. Donc qu'est-ce que j'entends par là? En fait, il y a vraiment pas mal d'exemples, hein. Pour ça, je vous invite vraiment à regarder mes vidéos tuto où je code aussi, les codes en live. Mais pour faire simple, lorsqu'on va parler d'un bon mot, c'est par exemple, je vais lui dire ne modifie rien pour le moment. Là au moins je sais qu'il va rien modifier. Ou sinon, concrètement, qu'est-ce que truc. Et donc là concrètement, ça veut implicitement dire je voudrais que tu ailles en détail, en profondeur sur ce sujet. Euh, et ensuite, c'est tous ces mots en fait, tous ces mots qu'il faut expérimenter, tester et en fait voir lesquels dans vos prompts vous allez intégrer pour vraiment avoir le résultat que vous voulez à la fin en fait. Voilà, c'est un peu comme un mot de passe où en fait vous allez mettre quelque chose en entrée et là le résultat sera pas ni bon ni mauvais, mais il sera d'une certaine manière et ce sera à vous du coup d'ajuster le mot de passe, ajuster l'input pour avoir en fait le retour que vous souhaitez de la part du LLM. Donc là c'est vraiment juste du test et de la préférence aussi et sachant que ça ça diffère en fonction de chaque modèle. Donc il faut faire attention. Bref, passons parce qu'on a pas mal de choses à voir. Ensuite, règle d'or, être concis et clair.
qu'est-ce que j'entends par là? Dites-vous que si par exemple vous étiez un inconnu, là par exemple je regarde la conversation, etc., notamment les derniers messages, est-ce que le message que j'envoie, eh ben, il est quand même compréhensible? C'est-à-dire, est-ce que mes intentions, lorsque je lui parle, elles sont claires? Et pour ça, il y a un exercice très simple, c'est un petit peu, vous savez, la règle des 5 pourquoi. C'est-à-dire qu'en fait, pour trouver sa voie, ce qu'on dit souvent, c'est bon, bah écoute, pourquoi tu fais ça? Tu dis, bon, bah je fais ça parce que ça. Et bah, alors, on va prendre un exemple, hein. Pourquoi je suis développeur? Bah, parce que j'ai envie, je sais pas, d'être libre financièrement, voilà, d'accord. Pourquoi je veux être libre financièrement? Bah écoute, parce que j'ai envie de pouvoir voyager. Enfin, en fait, c'est à chaque fois aller de plus en plus en profondeur. Et donc, qu'est-ce que je veux entendre par là? Et ben, si par exemple vous lui dites, bon ben, mec, il y a un bug dans mon truc, modifie ça s'il te plaît. Quel bug? Je veux dire, où est-ce qu'il est le bug? Dans quel composant vous l'avez trouvé? C'est quoi le code de l'erreur? Si vous voulez le résoudre, en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'il résoudre? Comment? C'est plutôt aller en profondeur là-dedans et comprendre, enfin se mettre à la place du LLM en fait. Se dire, attends, mais euh, moi je me demande ça, mais du coup, bah, qu'est-ce que je veux dire concrètement? Et donc c'est là où on vient à l'idée d'être à la fois clair, donc explicite dans ses propos, faire en sorte que le LLM puisse vraiment comprendre ce que vous voulez dire, mais à la fois aussi être concis pour ne pas non plus le biaiser et lui donner trop d'informations pour qu'il soit en surapprentissage, pour vraiment lui donner le juste minimum d'informations très claires qui lui permettra ensuite bah, d'atteindre l'objectif que vous voulez qu'il atteigne, tout simplement. Important pour les prompts, même dans la vie, franchement, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Ça peut paraître bête, peut-être même évident, mais en fait je souhaite vraiment le mentionner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'avais vu une vidéo la dernière fois sur l'effet Dunning-Kruger, qui était pas mal, voilà. Si je la retrouve, je vous la mettrai dans la description, elle est assez courte. Mais en fait, on explique que, si vous voulez, bah, on ne peut pas savoir ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire qu'en fait, euh, quelqu'un qui est soi-disant intelligent, en fait, il pense savoir qu'il sait. C'est très bizarre. Mais ce que vous voulez vraiment juste comprendre là-dedans, c'est que, en fait, il y a des fois où vous allez parler au LLM, vous allez lui demander d'effectuer des tâches, mais ce que vous allez lui demander de faire n'est pas la meilleure solution que vous puissiez utiliser, que vous puissiez appliquer. Et c'est pour ça que c'est important, en fait, de questionner le LLM, de demander les bonnes pratiques, de demander à ce que, de par son plan, bah, qu'il s'autocritique, utiliser pourquoi pas des méthodes socratiques, notamment lorsque vous êtes en train d'apprendre bah, comment fonctionne un langage ou comment fonctionne un framework, etc. L'idée, c'est vraiment de partir du principe que vous, eh ben, vous n'êtes pas devin et que vous savez pas tout. Et en partant de ce principe-là, bah, en fait, vous allez complètement revoir votre manière de travailler. C'est-à-dire que au lieu de lui dire, bon, bah, vas-y, fais ça comme ça, s'il te plaît, en fait, vous aurez juste à lui demander, bah, en fait, c'est quoi les bonnes pratiques pour réaliser ce genre de choses? C'est quoi les bonnes pratiques pour réaliser une API? C'est quoi ça? Comment on peut architecturer un bon projet, etc. Et donc, de un, vous allez améliorer la qualité de votre code. Et de deux, bah, vous allez apprendre les bonnes pratiques et donc les réappliquer lors de prochains projets. Donc, très important. Next! Donc là, on a fini avec la bonne prompt, hein, avec d'énormes guillemets. Maintenant, on passe sur les MCP. Alors, pour ceux qui sont au fond de la classe et qui ne savent pas ce que c'est qu'un MCP, bah écoutez, c'est très simple. En fait, c'est vraiment la prise USB vers le monde. C'est très cliché, j'aime pas ce mot, c'est... Bref. Mais c'est déjà, en fait, histoire de comprendre. En fait, le MCP, qu'est-ce que c'est? C'est un protocole. Ça veut dire que c'est un modèle contexte protocole. Donc si on devrait le traduire littéralement, ça voudrait dire un protocole qui permet d'apporter du contexte à des LLM, à des modèles de langage. Voilà. Et ce protocole a été réalisé donc par Anthropic, hein, donc ceux qui sont derrière Claude, et ils sont partis du principe que au lieu d'avoir par exemple un modèle, donc par exemple un chat GPT, mais qui serait sur chaque outil, donc c'est-à-dire un chat GPT pour utiliser Notion, un chat GPT réalisé pour utiliser, je sais pas moi, n'importe quel outil qui existe sur Terre, et bien en fait on va faire l'inverse. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte que l'outil que l'on souhaite utiliser soit centralisé et utilisable depuis un seul et même gros modèle. Donc ce qui fait qu'à partir d'un ChatGPT, d'un Claude, eh ben, on peut juste se permettre de le connecter. Donc on va voir un petit peu comment plus tard, hein, mais globalement c'est soit avec une clé API, soit avec un moyen de host, donc une page de connexion, quoi. Bref, on va juste se connecter à l'outil et faire en sorte que on crée un contexte, donc qu'on explique au LLM comment utiliser
cet outil-là. Donc en fait, on parle d'un protocole parce qu'on veut faire en sorte que ce soit standardisé, mais en fait, on peut créer son propre protocole. Il n'y a pas de secret. La seule chose qu'il faut, c'est permettre au LLM de récupérer les outils, de le lui afficher pour lui expliquer comment les utiliser, qu'est-ce qu'il faut pour les utiliser, et surtout faire en sorte que les outils soient fonctionnels et soient présents, quoi. Mais bon, globalement, si on reste sur le standard MCP, on a trois principales sources, si je puis dire. On a d'abord les outils. Donc les outils, c'est ce qui est utilisé vraiment dans 80% des MCP. Enfin, voilà, c'est généralement ce pourquoi on utilise un MCP. Ensuite, on a les ressources. Donc généralement, ce seront des ressources statiques. Après, à voir comment c'est architecturé. Mais en gros, les ressources, ce sont des documents. Voilà, PDF, CSV, même pourquoi pas des images. Bref, il y a pas mal de choses qu'on peut récupérer. Et ensuite, on a les prompts. Donc en fait, les prompts, c'est un peu des templates que le LLM pourra utiliser et qui lui-même va s'interroger avec pour ensuite utiliser les outils, utiliser les ressources comme il se doit. Mais bon, ça c'est beaucoup moins utilisé. Après, il y en a d'autres, je ne les ai pas mentionnés, n'hésitez pas à faire vos recherches, mais il y a beaucoup de choses et de plus en plus de choses qu'on peut maintenant intégrer dans des serveurs MCP ou dans des clients MCP. Ça aussi, c'est la différence. Mais bon, passons. Alors, comment ça marche? Donc pour vous expliquer un petit peu, je dis que c'est le centre du monde, voilà, c'est bref. En fait, on a globalement, hein, qu'importe le protocole, on a par exemple une function calling. Donc en fait, ça c'est ce qui est présent quasiment dans tous les LLM aujourd'hui, mais c'est ce qui simplement permet au LLM d'exécuter une commande sans dire que c'est sa réponse finale. Exemple, auparavant, si on disait au LLM, bon bah écoute, voilà des outils, voilà comment utiliser l'outil, vous allez lui poser une question, il va juste répondre, mais en fait, il va répondre l'utilisation d'outils. C'est-à-dire, en fait, l'utilisation de l'outil, c'est par exemple, en fait, c'est comme si lui, il allait effectuer une requête vers un serveur pour récupérer les infos ou effectuer une action. Mais le truc, c'est que, en fait, il va s'arrêter à là. Tandis qu'aujourd'hui, on donne au LLM ce qu'on appelle une méthode d'appel d'outils, si on pourrait appeler ça, et ce qui fait qu'il peut générer autant de réponses qu'il veut et autant d'outils qu'il veut utiliser. Et donc on arrive à avoir justement maintenant des modèles, j'ai presque envie de dire, agentiques, assez gros, assez massifs, mais qui fait que tu peux leur poser une question, et lui va se permettre de générer la réponse, d'utiliser un outil, de continuer sa réponse, de régénérer, et ça permet en fait d'avoir un flux qui soit beaucoup plus simple, comparé à avant où c'était bloqué. Et bon bref, ce que je veux dire par là, c'est que le LLM, lui, il a une méthode pour appeler des outils. Donc ça peut être des outils MCP, ça peut être un protocole que vous avez fait. Bref, lui, il sait qu'il peut utiliser ça. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Par exemple, il va récupérer les outils. Donc en fait, il va faire un appel vers cette fonction qu'il a en lui, qui va dire, bon, moi je veux récupérer les outils de tel serveur MCP. Génial. Dans tel serveur MCP, on voit qu'on a par exemple récupéré la météo. Donc pour récupérer la météo, on a en input la city, et on a en output, par exemple, la météo qui fait, quoi. Et ensuite, deuxième outil, on a par exemple récupéré l'humidité, j'allais dire l'humidity, bref. Et donc, en input, je mets la ville, et en output, j'ai l'humidité. Et donc, si on continue là-dedans, en fait, comment il va faire? Maintenant que le LLM, il sait quels outils il a, donc grâce au contexte qu'on lui aura apporté, il va utiliser cette fois-ci l'outil qu'il a précédemment récupéré. Euh, donc il va par exemple utiliser GetWeather, et donc là il va se permettre de récupérer la météo, en mettant en input New York par exemple, parce que dans la documentation entre guillemets de l'outil, on disait que en input il fallait mettre une ville, donc là il a mis New York, et en output il a raining, donc la météo qu'il fait, c'est-à-dire qu'il pleut. Voilà, aussi simple que ça. Vraiment c'est juste ça les outils MCP, c'est un moyen en fait standardisé d'apporter du contexte au LLM et surtout qu'il arrive à interagir avec ce contexte, soit pour récupérer des ressources, des prompts, interagir avec des outils, etc. Et d'ailleurs, je tiens à le préciser ici, pour ceux pour qui ça intéresse, mais en fait, l'utilisation des outils, ça se fait via un JSON RPC 2.0. Voilà, donc c'est une méthode RPC, c'est du JSON en fait, du JSON qui pourra échanger, bref, donc ça rentre un petit peu plus dans le détail. Passons cela. À quoi ça sert? À chaque fois je le mentionne, mais c'est vraiment juste apporter le bon contexte au bon moment pour le LLM. Donc c'est-à-dire les outils dont il aura besoin, bref, les prompts, etc. Donc ça c'était pour les MCP. Maintenant je vous propose de passer au contexte. Donc en fait c'est là où c'est ce qui est très important à comprendre en fait. Donc ça je ne l'ai pas mentionné, mais je vais quand même faire un rappel.
En gros, comment fonctionne un LLM? Un LLM, si vous voulez, son seul objectif, c'est de prédire le mot suivant. Et on ne parle pas de mots en l'occurrence, mais on parle de tokens. Donc en fait, des tokens, c'est soit des caractères, un ensemble de mots, bref. Mais si vous voulez, son seul objectif, c'est justement grâce à des mécanismes d'attention, on appelle ça, donc comment il a été entraîné, et bien il va identifier en fonction de tout ce que vous lui avez donné comme texte en entrée, quelle serait la probabilité que quelle serait la probabilité que X mot vienne après, quoi. C'est-à-dire vous lui donnez du texte en entrée, par exemple le chat mange, et bien ensuite, de par tout son entraînement, de par l'importance du chat dans la phrase, de par voilà, tout ça, et ben, il sera en mesure de dire, bon bah effectivement le chat mange une souris, ou peut-être le chat mange un rat. Mais en tout cas, il y aura toujours beaucoup plus de probabilités qui disent le chat mange une souris, plutôt que le chat mange un chat. Enfin, je sais pas, c'est random. Mais c'est vraiment l'idée qu'il faut concevoir, déjà juste pour comprendre ce que je vais dire maintenant. Donc maintenant que vous avez compris comment le LLM génère le mot suivant, en fait, c'est juste à partir de cela, c'est à partir de ça que c'est à partir de ça que sert le contexte. C'est-à-dire que là, on a le contexte. Donc en fait, le contexte, c'est vraiment juste tout ce qu'il aura eu avant vous. C'est-à-dire en fait tout ce qu'il aura consommé, que ce soit les messages d'une conversation, que ce soit la prompt que vous lui avez fournie, que ce soit les outils dont il aura à disposition, que ce soit le RAG, donc Retrieval Augmented Generation, que ce soit les ressources, bref. En fait, tout ça, ça forme un contexte. Et maintenant, on parle beaucoup de context engineering, c'est-à-dire comment faire en sorte qu'au moment T, le LLM, il ait toutes les informations dont il aura besoin pour réaliser la tâche qu'il souhaite faire. Mais donc, pour faire simple et pour revenir vraiment à qu'est-ce que le contexte, c'est vraiment un ensemble de textes qui permet au LLM de continuer sa réponse et surtout de rester pertinent. Euh, donc j'avance un petit peu, mais donc malencontreusement, ça a des limitations. Donc j'ai réduit ma tête parce qu'apparemment je suis trop gros. Bref. Donc le LLM a certaines limitations. Et justement, il est limité par son contexte. C'est-à-dire que dites-vous que la plupart des LLM aujourd'hui, donc que ce soit les Claude Sonnet Opus, que ce soit les GPT-5, les Gemini, etc., ils ont grosso modo entre 250 000 et 1 million de tokens de contexte. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Et bien, quand on parle de contexte, c'est vraiment, le nombre de tokens dans un contexte, c'est, si vous voulez, le nombre de mots. Le nombre de mots, le nombre de pages, bref, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est en fait la capacité de stockage que le LLM a à sa disposition pour pouvoir générer encore du texte et donc de pouvoir rester pertinent dans ses réponses. Et là, globalement, on a un mot qui est égal à environ 1 à 3 tokens. Et donc, si on part de ce principe-là, ça veut dire que 250 000 tokens c'est environ égal à 200 000 mots, ou plutôt je crois que c'est l'inverse, c'est plutôt 2-3 mots est égal à un token. Bref, bon, vous avez compris l'idée, mais quoi qu'il en soit, plus le temps passe, plus les LLM sont puissants et arrivent à se retrouver dans cet énorme contexte. Tac. Donc attention, la fenêtre est exponentielle. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez envoyer un message et que par exemple vous avez déjà envoyé d'autres messages auparavant, vous lui avez déjà partagé des fichiers, des dossiers, etc., et ben le truc qu'il faut prendre en tête, c'est que il va pas juste prendre en compte le dernier message. Non, il va prendre tous les autres messages et ensuite le dernier message pour le compiler et ensuite lui dire bon ben voilà toute la conversation, voilà le dernier message en rapport avec cette conversation. Maintenant, génère ta réponse. Et donc, sa réponse, en fait, s'il n'y a pas beaucoup de contexte, ça va, ce sera rapide, pertinent, etc. Mais le problème, c'est que plus il y a de contexte, et moins le LLM est pertinent. Donc en fait, on arrive à, si vous voulez, un entre-deux. Entre plus il y a de contexte, mieux c'est, du sens où plus il y a de contexte et plus il pourra avoir de chances de comprendre ce que vous voulez lui dire. Mais par contre, plus il a de contexte, et moins il sera pertinent parce qu'en fait, il devra fouiller dans ce contexte-là et il devra l'assimiler en complet avant de pouvoir générer une réponse. Donc l'idée, c'est de toujours être concis, être clair et en fait d'optimiser le contexte pour faire en sorte que vous ne puissiez lui donner que ce dont il a besoin, donc le moins de choses possible, mais les choses les plus pertinentes pour qu'il puisse générer sa réponse. Voilà, c'est hyper important à comprendre. Donc voilà pourquoi c'est exponentiel et donc pourquoi il faut vraiment chercher à optimiser cette fenêtre de contexte. Ensuite, maintenant je vais parler des contextes et tout, mais en fait là je vais parler d'un agent, donc on va aller très vite là-dessus, hein. Mais un agent c'est un LLM avec du contexte. Vraiment, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'en fait,
un LLM, pour moi, c'est juste un chatbot. C'est-à-dire, vous lui dites, bon voilà, mec, bonjour, bonjour. Voilà, c'est vraiment juste un chatbot. Tandis qu'un agent, en fait, il aura des capacités. Il aura vraiment un contexte enrichi avec des outils, des ressources, etc., dans lequel il pourra puiser, il pourra utiliser, et surtout, il pourra effectuer des tâches de manière autonome. Et c'est pour ça qu'en fait, on parle souvent de système agentique, parce qu'en fait, bah, c'est juste un système d'agents, genre un ensemble d'agents qui communiquent entre eux, qui sont autonomes et qui arrivent à effectuer des tâches. Maintenant, pour le code, oui, il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de choses, mais vous en faites pas, ça va être cool. Donc, au niveau du code, déjà, on va comprendre la différence entre haut et bas niveau. Dites-vous que nous, notre machine, elle ne comprend que du binaire. Voilà. Surtout, bah, on n'est pas encore sur du quantique, mais globalement, vraiment, la machine, elle comprend du langage machine. Donc du zéro et du un. Et donc, qu'est-ce que on a fait au fur et à mesure du temps? Ben, on a ajouté ce qu'on appelle des couches d'abstraction. En fait, on a ajouté des simplifications pour arriver jusqu'à aujourd'hui, par exemple, à du langage Python, et même du langage encore haut niveau, avec par exemple du no-code, du low-code, etc. Parce que oui, le no-code et le low-code sont basés sur du code. Bref, ça peut paraître évident, mais je préfère le mentionner. Et donc, l'objectif de, enfin, qu'on parle du haut, du bas niveau, etc., et ben, c'est de comprendre ça. C'est de comprendre la différence. C'est-à-dire que plus on est haut niveau, et du coup, plus la difficulté sera faible. Et à l'inverse, hein, comme vous en doutez, plus on sera bas niveau, et plus la difficulté pour coder, développer, etc., elle sera élevée. Et par conséquent, l'inverse, lui, et bah, c'est justement l'avantage en fait de partir sur du bas niveau, c'est que plus vous aurez, enfin plus vous serez au bas niveau, et plus vous aurez de contrôle. À l'inverse, plus vous serez haut niveau, et plus, enfin moins vous aurez de contrôle en fait. Et donc, c'est quoi en fait le moment parfait, le framework parfait? Bah, c'est juste l'intersection entre un langage assez haut niveau pour coder facilement et rapidement, mais assez bas niveau pour avoir le plus de contrôle possible. C'est vraiment ça qu'il faut trouver dans l'idée. Et donc, qu'est-ce que le contrôle? Parce que j'en parle, mais en fait, qu'est-ce qu'on entend par là? Bah, je vais vous donner un exemple. C'est-à-dire que là, j'ai pris l'exemple de NBTen. NBTen, aujourd'hui, vous avez un bloc, vraiment une boîte noire, littéralement, avec AI Agent. Ok, bon, génial. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait, ce AI Agent? À quoi il a accès? Comment il réfléchit? Est-ce que bah, je suis certain il va pas faire de trucs bizarres avec mes données. En fait, c'est une boîte noire. C'est une boîte noire. Donc, en fait, en termes de contrôle, on est vraiment à 1/5. Mais à l'inverse, en termes de difficulté, bah alors là, on est vraiment à 1/5. C'est-à-dire qu'en fait, c'est super facile. On peut arriver, brancher des petits outils, etc. C'est simple. Mais en fait, c'est prêt à payer. Et vous allez voir plus tard. Et à l'inverse, pour le code, bah écoute, pour le Python, c'est génial. On a énormément de contrôle. Mais par contre, bah, effectivement, c'est beaucoup plus difficile, c'est plus complexe. Quoi qu'encore aujourd'hui, hein, avec le AI code, de ce que j'appelle, donc pas du no-code, mais du AI code, on peut se permettre de coder des choses de fou. Voilà, clairement. Mais bon, bref, passons. Et oui, il y a d'autres exemples de contrôle, hein, comme par exemple le fait d'avoir une meilleure gestion des données, donc savoir qu'est-ce qu'on en fait, etc. La possibilité de personnaliser à 100% en fonction de chaque cas, donc pas juste avoir une boîte noire, mais bien par exemple aller sur chaque étape de son raisonnement, choisir avec quel outil il va interagir précisément, comment il va interagir avec ces outils, optimiser son contexte, etc. Et bah aussi c'est très flexible en fait dans l'implémentation. C'est-à-dire qu'en gros on peut prendre par exemple une partie du code de l'agent IA, hein, bon là j'ai pris cet exemple, et bah, le changer pour un autre langage ou pour un autre framework. En fait on est vraiment beaucoup plus flexible, comme je dis, on a beaucoup plus de contrôle. Voilà. Et donc en résumé, hein, choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. Vraiment, j'adore cette phrase, elle est simple, elle est efficace. Mais si aujourd'hui vous décidez de faire du no-code, bah du coup c'est un choix facile qui, à la fin, si vous avez vraiment des besoins en termes de scalabilité, de produits, bah, vous aurez une vie difficile. Et à l'inverse, bah, si vous savez que vous avez besoin de beaucoup de puissance, que vous avez besoin de beaucoup de contrôle, bah certes vous allez faire un choix difficile, mais qui à la fin vous permettra d'avoir une vie facile. Donc, le code, poupée russe, direct, on enchaîne, bam. Poupée russe, j'en parle dans toutes mes vidéos, je vais passer 30 secondes dessus, la poupée russe. C'est vraiment la base dans le code. C'est-à-dire justement on parlait de haut niveau, bas niveau, etc. Bah là déjà c'est le parfait exemple. C'est-à-dire qu'en fait on a par exemple en haut niveau le système, donc par exemple une fonction, tu vois, un truc, un élément. Mais en fait cet élément bah, il va être composé de plein d'autres éléments en dessous de lui. Et donc bah, l'idée c'est que on peut empiler des morceaux de code les uns dans les autres comme ça pour en fait avoir
au lieu d'avoir un fichier qui fait 300 000 lignes, avoir plein de fichiers qui font 100 lignes et donc qui permettent justement de débugger plus facilement, de développer plus rapidement et notamment pour un LLM pour qu'il puisse optimiser son contexte et chercher uniquement les fichiers qui sont pertinents à chercher. Donc si vous donnez un fichier de 1000 lignes à un LLM, croyez-moi, s'il a déjà mangé pas mal de messages avant, il va un petit peu bugger et faire pas mal de conneries, je vous avoue. Mais bon, passons. PS, vraiment ça me bute, vraiment en fait je me suis dit, ah mais attends, mais comment je peux oublier ça? L'importance de la donnée. Donc dites-vous qu'une application, qu'importe ce que c'est, back-end, front-end, de toute façon il n'y a que ça, eh ben c'est la donnée. La donnée est au centre de l'application, elle est affichée, elle est transformée, elle est supprimée, elle est créée, elle est déplacée, c'est de la donnée, voilà, la donnée. Et donc, on a plusieurs types de données. On a par exemple les API, les types, les modèles. Donc en gros, bon, je vais faire ça dans l'ordre. Donc en fait, on a d'abord le stockage. Donc le stockage, on peut utiliser par exemple PostgreSQL, SQLite, bref. Et donc, quand on va stocker de la donnée, si par exemple on veut faire en sorte que ces données soient accessibles depuis une API, on ne va pas juste se permettre de brancher directement. En fait, on doit mettre des standards, des types, des modèles. En fait, ce sont, si vous voulez, euh, une certaine forme que doivent prendre les données qui sont justement dans la base de données et que l'API va vérifier avant de les intégrer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si là, on a le stockage d'un côté, on a l'API de l'autre, et en fait, le pont entre les deux, il y a un péage, littéralement, et le péage, il va juste vérifier que toutes les données qui entrent ou qui sortent soient dans le bon format attendu d'un côté ou de l'autre, même si, bon, quand je dis d'un côté ou de l'autre, c'est surtout se baser sur la source de vérité initiale, c'est-à-dire sur où est-ce qu'est stocké et comment. Et ensuite, on a les fonctions. Les fonctions, il faut vraiment voir ça comme des maths. Je ne sais pas si vous avez fait un petit peu de maths dans votre vie, j'imagine. Mais en gros, on a la fonction avec f de x, y, voilà, logique. Donc en fait, f, c'est le nom de la fonction. Donc en fait, on peut l'appeler comme on veut. On peut l'appeler create a user, on peut l'appeler manger une banane. Bref, on peut l'appeler comme on veut, la fonction. Ce sera f, pour le coup. Et x, ce seront tous les props, tous les paramètres, tous les arguments. On peut appeler ça comme on veut. En fait, ce seront toutes des variables qui vont venir se placer dans cette fonction et qui ensuite vont être modifiées. Donc qu'est-ce que j'entends par variable? Comme vous vous en doutez, c'est une donnée. Donc une donnée qu'on va mettre dans une fonction. Cette fonction, elle aura, comme son nom l'indique, plein de fonctions. Enfin, en tout cas, elle aura différentes facultés. Elle va la prendre, la transformer, l'utiliser, la filtrer. Elle pourra faire pas mal de choses. Mais quoi qu'il arrive, à la fin, elle va ressortir des données en sortie. Voilà. Ensuite, les composants. Donc les composants, faut vraiment, c'est un morceau de code développé une fois et utilisable n fois, donc autant de fois qu'on veut. Et il faut vraiment partir du principe que le composant, c'est en fait presque la base de votre code, de votre carrière en tant que dev. J'ai peut-être loin en disant ça, mais en gros, un composant, c'est ce qui littéralement, en fait, c'est un petit bloc, un bloc, mais qu'ensuite vous pouvez combiner à d'autres blocs et qui donc vont permettre d'avoir un effet poupée russe, etc. Et le truc, c'est que si vous développez un morceau de code une fois, par exemple une API une fois, un front-end une fois, etc., etc., et vous pouvez juste le réutiliser dans d'autres projets pour gagner énormément de temps et surtout gagner en cohérence aussi si vous voulez avoir par exemple une certaine charte ou voilà, si vous avez une certaine méthode de travail. Voilà, assez court là-dessus. Logique computationnelle, qu'est-ce que c'est que ce truc? La logique computationnelle, comme j'ai dit, un ordinateur, il ne comprend pas bonjour. Vraiment, il comprend juste des 0 et des 1. Et donc, ok, il comprend des 0 et des 1, bon, c'est cool, mais au bout d'un moment, on ne peut pas coder en 0 et en 1. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé en fait une logique computationnelle. C'est en fait des éléments hyper basiques qui sont dans tous les langages et qui permettent d'effectuer certaines actions. Bon, là par exemple, on a la variable. Donc la variable, c'est vraiment euh, une petite partie du code qui permet de stocker du code, encore une fois, et qui permet de stocker une valeur. Voilà. Donc une variable, c'est vraiment un moyen de stocker une valeur. Ensuite, on a les conditions. Donc en fait, les conditions, qu'est-ce qu'elle va faire? Par exemple, elle va prendre une variable et vérifier si elle correspond bien à un standard. Elle va vérifier si elle correspond bien à ce qu'on attend pour passer à la suite, ou pour effectuer un filtre, ou que sais-je. Ensuite, on a la fonction. Donc une fonction, ça c'est le plus important, je vais revenir juste après, mais on a justement le fait qu'elle exécute à chaque fois une suite d'actions. Donc en fait, une fonction, ça peut contenir justement des variables, des conditions, des boucles. Et enfin, on a la boucle. La boucle, elle va itérer, si vous voulez, un certain nombre de fois
ou bien jusqu'à avoir atteint une certaine condition, justement. Donc en fait, tous ces éléments, comme vous voyez, ils sont très corrélés, ils sont tous un petit peu entre eux, parce qu'en fait, on peut avoir des variables dans des fonctions, des conditions dans des fonctions dans des variables. Bref, c'est un petit peu, si vous voulez, la base qui permet de coder aujourd'hui tout ce qui existe. Vraiment, c'est juste, en fait, pourquoi je parle de logique computationnelle, c'est juste une logique à comprendre, à avoir, à percevoir, mais qui en fait vous permettra de juste utiliser n'importe quel langage qui existe sur Terre. Voilà. Et donc, pour moi, l'élément le plus important à comprendre, à maîtriser, etc., c'est la fonction. Donc, comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup cette métaphore avec le f de x. Tac, je vais le récupérer. Il faut vraiment prendre la fonction comme. Alors, bon, c'était un petit peu loin finalement. Mais bon, bref, passons. Hop. Donc, la fonction, c'est vraiment un transformateur. C'est-à-dire qu'il y aura des données en entrée, il y aura des données en sortie. C'est tout. Et c'est justement cette fonction qui va effectuer une tâche. En fait, il n'y aura pas 10 000 choses à l'intérieur. On effectue une fonction pour une tâche très précise. Et si on a besoin de d'autres tâches, et ben dans ce cas, on va créer d'autres fonctions. Aussi simple que ça. Pour vraiment avoir un code très unitaire, très simple, scalable. Voilà. Hop. Après, c'est vrai, je mentionnais, bon, du coup, bon, je vais lire, hein, donc ce qui à la fin est utilisé pour réaliser du code, c'est une sorte de transformateur qui prendra des éléments en entrée et en sortie. Et en fait, ceci, eh ben, ça peut s'appliquer aussi par exemple au machine learning, au deep learning. Donc ça, c'est un niveau un peu plus avancé en termes d'IA, quoi, mais c'est toujours attaché à la data de toute façon. En fait, cette fonction, on peut la construire soit nous-mêmes, soit laisser un algorithme pour optimiser le résultat. C'est-à-dire qu'en fait, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails non plus pour le machine learning, je pense que c'est un peu loin, mais en gros, le machine learning, donc l'apprentissage par machine, hein, littéralement, eh ben, c'est qu'on va prendre des données, donc un dataset, hein, autrement dit, avec, c'est ni plus ni moins que des colonnes, hein, c'est vraiment un tableau, c'est un Excel. Et on veut prédire un élément de ce tableau précis. Et donc comment on va prédire cet élément? Et ben, on va prendre tous les autres éléments précédents. Et donc, comment au final on arrive à créer des modèles de machine learning? C'est-à-dire que le truc qu'on veut prédire, c'est le Y, c'est la sortie, c'est l'output. Et tout ce qu'il y a avant, c'est l'input, c'est le X. Et donc, comment on va faire pour concevoir un modèle? On va juste dire, bon bah voilà tous les X, voilà le Y. Maintenant, à toi de trouver la formule, les coefficients, tout ce qu'il faut, pour que de par un X qu'on va te donner, et bah toi tu arriveras à nous donner un Y et qui sera plus ou moins bon, basé sur les autres Y et X que l'on t'aura donné. Voilà. C'est vraiment juste la meilleure simplification du machine learning que je puisse faire là, vraiment. Tac, suivant. Le code. Le code. Enfin, oui, du coup, on était déjà au code. Qu'est-ce que je raconte? On a de l'environnement. L'environnement, ça aussi, c'est important à comprendre. Putain, déjà 30 minutes de vidéo, j'essaie d'aller vite. Vraiment, c'est dur. Donc, l'environnement. L'environnement, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est indépendant. C'est spécifique. C'est isolé, c'est unique. Bref, il faut voir l'environnement comme une boîte. Une boîte, encore une fois, qu'on peut mettre côte à côte avec d'autres boîtes ou qu'on peut mettre dans d'autres boîtes. Voilà, donc ça c'est vraiment déjà la compréhension de l'environnement. Et donc, qu'est-ce qu'on entend par environnement? En fait, il y en a plusieurs. Moi, j'en ai défini trois ici, mais bon, s'il y en a d'autres, pourquoi pas. Mais déjà, pour moi, on a l'environnement virtuel. Donc, par exemple, c'est le point .venv en Python. C'est le c'est le node module, par exemple. Bref, et en fait, tout ça, si vous voulez, ce sont des dossiers, littéralement, hein, des dossiers dans votre code base, qui vont contenir des éléments, qui vont contenir des packages, des librairies. Bref, je vais revenir un petit peu plus tard sur la définition de ces trucs. Mais en gros, c'est vraiment un dossier, une boîte, dans laquelle on va stocker certains éléments et qui pourront être utilisés par d'autres composants. Voilà, c'est juste ça. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir plein de petites boîtes partout, on va faire une grosse boîte dans laquelle on va tout mettre. Et dans cette grosse boîte, et ensuite on pourra l'utiliser dans d'autres boîtes. Vraiment, j'utilise énormément le mot boîte. Je suis désolé. Mais le code, c'est ça. C'est juste des briques dans des briques dans des briques. Voilà, bref. Ensuite, le développement. Donc l'environnement de développement, c'est en gros quand vous êtes sur votre PC. C'est-à-dire, vous êtes sur votre PC, vous développez des trucs, vous êtes en train de voilà, créer une application, qu'importe. En fait, on parle souvent d'environnement de dev. En fait, un environnement de dev, c'est ni plus ni moins qu'un environnement dans lequel vous allez coder, vous allez tester. Et généralement, c'est vraiment la partie où voilà, c'est du R&D, quoi. C'est recherche et développement. On teste, on vérifie si ça marche, on crée déjà une première version du code. Et ensuite, dès que l'environnement de développement est terminé, autrement dit, dès que vous avez une application qui fonctionne, ensuite on la met en production.
C'est-à-dire que là, on va utiliser certains éléments, hein, bon, par exemple du Docker, on va utiliser des trucs pour cacher les ENV, bref, on va faire pas mal de choses. Mais l'idée, c'est que on part du développement et on le transforme pour qu'il soit prêt pour la production, que ce soit en termes de performance, en termes de sécurité. Voilà, il y a pas mal d'aspects à voir. Mais globalement, hein, en fait, que ce soit le développement ou la production, eh ben, il sera toujours accompagné de un ou plusieurs environnements virtuels. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. Voilà, tac. C'est top. Ensuite, justement, les fameux packages, les librairies, les frameworks, bref, on appelle ça un petit peu n'importe comment. Mais l'idée, c'est quoi? C'est vraiment la parfaite combinaison entre environnement et composants. En fait, une librairie, un package, un framework, bref, c'est une couche d'abstraction, un petit peu comme le haut, bas niveau, etc., que l'on va venir imbriquer dans une boîte finale et qui ensuite pourra être utilisé par d'autres composants. Vraiment, c'est juste ça. Un librairie, un package, appelez-le comme vous voulez. C'est vraiment en fait des morceaux de code que quelqu'un d'autre a fait, qu'une autre entreprise a fait, qu'un autre développeur a fait, et qui vous met à disposition avec une simple commande de téléchargement. npm install truc, pip install truc. Ça, c'est une librairie, c'est un package. Et donc, ce qu'il va faire, c'est que lui, en dessous, il va utiliser d'autres packages, d'autres librairies, pour concevoir sa propre librairie, ou bien concevoir d'autres blocs de code. Mais en tout cas, il va juste utiliser des blocs de code existants ou les concevoir pour en faire un nouveau. Voilà, c'est juste ça. Et en fait, plus le temps passe, et plus on accumule des librairies sur des librairies, sur des librairies, sur des librairies, sur des librairies. Et l'idée, c'est que plus toi tu vas aller au bon niveau, et plus tu auras de contrôle sur le code, et donc plus tu pourras te permettre en fait d'avoir du contrôle. Voilà, encore une fois, du contrôle, c'est tout ce qu'on veut. Pourquoi on veut tout contrôler? Parce que c'est bien. C'est essentiel si on veut être souverain si on veut être vraiment si on veut être propriétaire. Voilà, c'est être propriétaire. Parce que à partir du moment où tu n'es pas propriétaire, tu es dépendant. Et si tu es dépendant, ça veut dire que si quelqu'un ou quelque chose casse auquel toi tu dépends peu ou beaucoup, va faire que ce peu ou beaucoup de dépendance que tu as peut littéralement casser certaines parties de ton code. C'est pour ça que c'est hyper important de ne pas venir se connecter à trop d'API, trop de choses que l'on ne contrôle pas directement. Parce que certes, si on ne le contrôle pas, c'est une sorte de facilité, c'est une sorte de... En gros, tiens, occupe-toi-en. Mais si le occupe-toi-en, le mec il s'en occupe pas ou il s'en occupe mal, vous allez en périr. Donc pourquoi justement c'est important d'avoir ce contrôle, le bas niveau, etc. Parce que plus vous avez de contrôle, plus vous savez que vous pouvez être responsable. C'est-à-dire que vous avez pas, vous êtes responsable de votre code, responsable de son maintien. C'est un avantage, un inconvénient à voir en fonction de ce que vous voulez faire. C'est certes qu'au début, il y aura beaucoup de haut niveau dans tout ce que vous allez produire, mais plus le temps passe, et l'objectif c'est d'aller de plus en plus bas niveau. Voilà. Voilà, voilà. Les bonnes pratiques. Donc là, c'est une définition très simple, très classique. Vraiment, parce qu'au final, je ne peux pas vous permettre de partager toutes les bonnes pratiques. Je vais en faire une vidéo à part. Euh, mais ce qu'il faut juste comprendre, c'est que justement, les bonnes pratiques, en fait, c'est un standard. Un standard qui est défini soit par le développeur, soit par justement le créateur du langage, du framework, de la librairie. Mais si vous voulez, c'est un standard qui est défini pour utiliser certains blocs. C'est-à-dire qu'on parle de blocs, de blocs, de blocs. Mais en gros, on a des morceaux de code. Et ces morceaux de code, on a une certaine manière de les utiliser. Un standard. Et donc, on va partager ces standards, on va expliquer comment fonctionner pour que la prochaine fois, si un autre développeur veut l'utiliser, il saura comment bien l'utiliser. Et surtout, il saura ensuite, si par exemple un autre développeur l'a mis en place, comment le modifier. C'est vraiment c'est comme si là je parlais français, je disais n'importe quel mot, n'importe comment, j'écrivais n'importe comment, et personne ne comprendrait. Donc c'est pour ça qu'on a déterminé des standards, des règles de grammaire, d'orthographe, etc. pour faire en sorte que quand on parle, ce soit clair et compréhensible, corrigeable, optimisable, etc. Voilà, ça permet de me comprendre le code. Bon, hop. Et ensuite l'humain, là franchement je ne suis pas fait chier, je suis allé très, très rapidement, mais note pour la fin, c'est que l'aspect humain, déjà en tant que développeur, en fonction de nos missions, nos projets, etc. qu'on peut réaliser, en fait peut-être qu'ils ne seront pas importants pour nous, mais la vie de notre client pourrait en dépendre. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et là je vais mettre en gros parce que c'est hyper important, notamment si vous voulez ouvrir une agence IA, devenir un dev, etc. Et le truc, c'est que vous pouvez avoir une responsabilité énorme.
C'est-à-dire que là, par exemple, moi j'ai un client, et ce client, eh ben, il va me demander de réaliser son ERP. Genre vraiment le ERP, c'est en fait le logiciel central. Là-dedans, bah, en fait, il y a énormément de code à réaliser. Que ce soit sur la partie CRM, que ce soit sur la partie rédaction de contrat, que ce soit la partie facturation, etc., etc., etc. Et donc, si vous voulez, basé sur ce principe-là, bah, en fait, entre guillemets, moi, je m'en fous. Je fais ça avec d'énormes guillemets parce qu'en vrai, on s'en fout pas de son client. On est l'avocat de son client. Tu gagnes. Mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que pour le client, en fait, c'est énorme. C'est-à-dire qu'en fait, il est dépendant de vous, littéralement. Donc en fait, c'est une bonne comme une mauvaise chose. Il veut le déléguer, il veut s'en débarrasser. Mais donc, c'est hyper important de prendre ça en considération. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous allez coder, codez pas juste pour vous ou pour votre propre intérêt. Codez vraiment pour la personne que vous codez. Codez pour ses intérêts. Codez pour les utilisateurs finaux. Codez vraiment parce que bah, il y a un réel enjeu derrière en fait. C'est-à-dire que, enfin, après ça dépend du projet bien sûr. Comparé si tu codes un ERP pour un business et inversement si tu codes juste une petite feature ce qui permet de récupérer la transcript. Et encore, parce qu'au final la transcript, peut-être qu'elle est utilisée par exemple pour les hôpitaux. Les hôpitaux, eux, bah, du coup ils ont des vies en jeu. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'à chaque fois, lorsque vous codez, dites-vous qu'il y aura toujours quelqu'un qui en aura besoin presque vitalement. Et donc, il faut bien faire les choses. Voilà, c'est vraiment juste ça déjà. Euh, voilà, voilà. Oui, oui, oui. Et justement, en fait, on parlait de dépendance. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que là, vous codez en ERP. Mais en fait, le ERP, juste, limite, vous faites un GUI level. Vous savez, pour ceux qui connaissent un petit peu GHL. Vous prenez un GUI level, donc en gros, pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de SaaS qui permet de faire des SaaS, avec plein de trucs dedans, c'est une usine à gaz. Et en gros, bah tiens, voilà ton ERP. Du jour au lendemain, GHL ferme. Du jour au lendemain, X API dans GHL ne fonctionne plus. Je fais quoi? C'est quoi? En fait, moi, je suis responsable. Mais du coup, moi, je prends ma responsabilité et je la délègue à un seul autre, à une seule autre personne. Forcément, s'il pète, je pète et il pète. Voilà, logique. Et donc, bah, ce qu'il faut plutôt faire, c'est en fait de tenter de diversifier. C'est un peu comme de l'investissement. Lorsque vous investissez tout votre argent dans un seul actif, bah, si cet actif il tombe, tout tombe. C'est logique. Et donc ce qu'il faut, c'est vraiment diversifier. Diversifier la responsabilité, diversifier euh, le, le risque. C'est vraiment tenter de éparpiller au maximum les responsabilités, mais après ne pas avoir non plus trop. En fait, c'est très subtil le code. C'est très subtil. Et je dirais même le développement, l'architecture en général. C'est que oui, il faut, il faut pas tout mettre ses œufs dans le même panier, mais il faut pas avoir un panier avec un œuf. C'est bon, voilà. Là, je commence à partir un petit peu trop dans les détails. C'est très complexe, c'est très futile, mais tout dépend du projet, tout dépend de vos objectifs, tout dépend de l'impact, tout dépend de vraiment beaucoup de choses. Donc, prenez de bonnes décisions avant de dev, très important. Voilà, j'ai fini. Voilà, c'était Hugo, Hugo de Procès. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Pourquoi? Pourquoi? Je sais que tu m'apprécies. Pourquoi tu regardes? Pourquoi tu regardes la vidéo jusqu'au bout? Réponds! Bref, c'était Hugo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. On se retrouve. Ciao!